Dans ce nouvel épisode du PPTC, nous partons à la rencontre de Thomas Austré, triathlète amateur. Thomas est déjà finisher de l'un des triathlons les plus durs du monde, le Norseman, et il s'apprête à se lancer dans une aventure encore plus extrême, l'Enduroman. Il va partager avec nous un peu de son temps, entre souvenirs des épreuves passées et préparation des prochaines échéances. Bonne écoute. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais Pellegrini, à ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous accueillons Thomas Austré, encore un triathlète de l'extrême, lui aussi black t-shirt depuis sa participation au Norseman en 2018. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le parcours et la progression d'un triathlète amateur pour comprendre comment on passe d'un semi-marathon au triathlon le plus dur du monde. Thomas, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour à tous, merci Olivier, merci Mélène en tout cas de me recevoir chez vous, c'est un vrai plaisir d'être là. Merci beaucoup, t'as spoilé, effectivement aujourd'hui je suis accompagné de mon compagnon d'aventure Mélène. Bien le bonjour et merci Olivier de nous recevoir chez toi. Ça me fait plaisir, Première question, tradition du PPTC et pour permettre un petit peu à nos auditeurs de savoir qui ils ont en face d'eux. Thomas, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, avec plaisir. Thomas Austré, du coup, c'est moi-même. 33 ans, bientôt 34. Féru de sport depuis mon plus jeune âge, pour le coup. Toujours amateur, en ayant essayé de pratiquer le plus haut niveau que je pouvais, mais c'était pas le professionnel. Venant du rugby et du hockey sur glace, où j'ai pratiqué chacun de ces deux sports pendant pas loin de 15 ans et 20 ans pour du hockey, donc ça m'a permis de... Comment t'as fait du hockey ? Parce que c'est vrai que c'est pas le premier sport. C'est hockey sur glace ou sur gazon ? Non, sur glace. Effectivement, les patinoires, c'est pas ce qui court les rues, et pourtant il y en a quand même dans beaucoup de villes de France et d'Île-de-France. Donc on a commencé... j'ai pratiquement tout simplement copié mon frère. On a vu les Jeux Olympiques d'Albertville en 92. C'était à la télé, je suis né en 88, j'avais 4 ans, mon frère en avait 7, il a dit je veux faire ça, moi je voulais faire la même chose que mon grand frère, donc je veux faire ça aussi. Et pour la particularité en plus, j'ai commencé à Boulogne-Billancourt, c'est là où j'ai grandi, et avec le club de la CVP que je salue. Et pour pouvoir jouer avec les grands, il fallait jouer au poste que personne ne voulait, du coup je suis allé au gardien. Et pour s'en prendre plein la tête toute exactement, la journée. Ouais, parce que tu prends des tirs entre 90 et 110 km/h quand le joueur est pas trop mauvais, donc ça permet de te remettre les idées en place. Ça développe les réflexes. Ça développe beaucoup de compétences, pour le coup beaucoup de compétences, aussi bien collectives parce que c'est un sport d'équipe et individuel parce que ça reste d'être gardien, peu importe le sport, ça reste un sport individuel au sein d'un sport collectif, donc ça demande un mental, des choses pas en plus mais différentes qu'un joueur de champ pourrait avoir, et encore plus au hockey sur glace, un peu comme le handball où en fait si le gardien il est mauvais, c'est impossible de gagner un match. Il représente pas loin de 50% de l'équipe, étant donné que tu es sur un terrain réduit qui a entre 25 et 40 shoots par match. C'est pas comme au foot où... Ouais, tu peux avoir un match où tu fais pas il peut en avoir en fait. 2 ou 3, il peut avoir 2 ou 3 parades, et effectivement, s'il les fait, ça peut être décisif. Mais au hockey, s'il en prend 30, t'en marqueras pas 30. Donc, du coup, tu t'es mis des bâtons dans les roues pour une carrière pro, parce qu'il y a qu'un seul gardien par équipe, donc les portes de la NHL se sont fermées rapidement. Ouais, se sont fermées assez rapidement, c'est sûr. Après, j'ai eu la chance de quand même côtoyer des grands gardiens, parce que notamment des stages avec Christo Baluette, qui lui a évolué en NHL, avec des sélections en jeunes, France, etc. Donc c'était vraiment enivrant, mais comme tu l'as dit, le hockey sur glace n'est pas un sport très connu ni reconnu
En France, enfin déjà en Europe, encore moins en France. Donc, que peut-être dans les Alpes un peu. Ouais, et encore, si, il y a eu Briançon, Grenoble, il y a des Gap qui sont des clubs reconnus en France, mais c'est effectivement pas le sport national. Et donc on a préféré jouer au rugby et continuer les études. Du coup, quand t'es gardien, t'évites la bagarre un peu ou ok? Alors t'évites la bagarre. Mais du coup, pour compenser, tu fais du rugby. Voilà. Exactement. Pour compenser, il y avait la bagarre au rugby, la bagarre au hockey, il y en a beaucoup, et encore c'est du spectacle et c'est ce qui est demandé par les spectateurs, mais c'est effectivement un sport de contact. Pour le gardien, ça reste un petit peu la pierre précieuse de l'équipe. Donc si effectivement il y en a un qui touche le gardien, généralement il y a des problèmes. Pour le coup, il y a bagarre. Du coup, au rugby, effectivement, t'as dû. Et au rugby, il n'y a pas besoin de gardien, il y a bagarre quand même. Quoi qu'il arrive, il y a bagarre. C'est ça. Même si tu touches pas aux autres joueurs, il y a bagarre pour le folklore, quoi. C'est pour ça que tu t'inscris. Donc, Après, moi, la bagarre, je la laissais aux gros généralement. Parce qu'il y a. Tu jouais quoi du coup Je jouais centre. D'accord. Et généralement, les gros sont beaucoup plus à même. Généralement, t'as un petit ailier qui va créer la bagarre et après il s'en va. Et il se cache derrière les les autres. C'est plus facile. Et le triathlon, c'est venu vers quel âge? Alors, triathlon, il y a moins de bagarres. C'est pas la même. Sauf en natation. C'est une bagarre contre toi-même. Aussi, c'est vrai. Non, pour le coup, le triathlon, c'est venu beaucoup plus tard, tout simplement parce que le hockey et le rugby, j'en faisais en France. Je suis parti vivre à Londres et ma compagne, et femme maintenant, est partie vivre à Singapour. Et je ne pouvais pas et je ne voyais pas comment il était possible de concilier une vie perso, une vie pro avec le boulot, et en même temps un sport dans un club, donc qui te demande un certain investissement. Et si les entraînements étaient mardi, jeudi, vendredi, match le dimanche, t'avais plus beaucoup de place pour autre chose. Donc en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire partout, en fonction de mon calendrier, en fonction de mon agenda, sans, entre guillemets, pénaliser qui que ce soit. Parce que je me voyais pas, après 20 ans de rugby, me dire, tiens, je vais me mettre dans un club à Londres, trop bien. Est-ce que t'es là jeudi? Non, je suis pas là. Est-ce que t'es là dimanche? Non, je suis pas là. Et de t'investir et de te dire, en fait, t'as des coéquipiers qui comptent sur toi et t'es jamais là, en fait. Et que ce soit au hockey ou au rugby, c'est quand même très méritocratique. Donc, si tu viens pas aux entraînements, il y a pas de raison que tu joues, même si t'es le meilleur du monde. Hein. Ouais. Donc, sauf Michael Jordan. Sauf Michael, ouais, mais il faisait tous les entraînements. Il était là avant tout le monde, il était là après tout le monde, et il était là à tous les entraînements. Et si tu venais pas à l'entraînement, il disait tu vas voir ce que tu vas prendre. Donc t'étais où hier? Du coup, tu t'es mis à courir, je suppose, parce que du coup voilà, je me suis mis à courir. En plus, j'ai 3 copains qui m'ont dit t'as beau être sportif, t'as jamais fait de marathon. Ok, bon on va y aller. Et on s'est inscrits tous ensemble en 2016. 2015, 2016. Donc il n'y a pas si longtemps au final. Si tu prends le Covid entre temps, je viens de commencer. Ouais, c'est clair. Et après, on a fini le marathon et j'avais 2 autres marathon amis. De Londres? Marathon de Paris. Paris, du coup. Ouais, durement, à plus de 100 kilos. Donc, oui. Mes genoux s'en souviennent encore, je pense. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, essayons de faire autre chose. J'avais ces 2 potes qui venaient de terminer un Ironman, celui de Nice en l'occurrence. Et ils avaient des étoiles dans les yeux, donc je me suis dit, moi aussi j'aimerais bien avoir des étoiles dans les yeux. Ouais, ça avait l'air encore mieux, quoi. Donc en 2017, j'ai acheté un vélo et un maillot de bain. Et j'ai commencé là. Ce qui est quand même assez récent. Ouais, j'ai fait l'Ironman de Nice en 2017, en juillet 2017. Ah, t'as décidé de faire du triathlon en 2017 et j'ai décidé en novembre 2016. Okay. J'ai eu le vélo livré, il y avait beaucoup moins de délai à cette époque, en décembre. Et j'ai commencé et je me suis inscrit directement à un semi-Ironman de Dubaï, qui était en février. Donc je me suis laissé 2 mois et demi pour préparer. Donc ça, c'est du coup moins d'1 an après ton marathon. C'est 11 mois plus tard, quoi. Exactement. Ouais, c'est peu ou prou ça. Et en gros, je me suis dit, on fait Dubaï, avec l'objectif de faire Nice en juillet. Enfin, c'était en juin, mais avec les attentats, malheureusement, ça a été décalé en juillet. Et donc, c'était en juillet. Et j'ai fait Dubaï. J'ai terminé tant bien que mal, parce que je me suis préparé un peu en autodidacte, quoi. J'ai regardé, j'ai nagé, et à chaque fois que j'allais à la piscine, je me dis, j'aurais 1800 mètres à faire, parce que c'était un 73.
bon bah nage au moins 1000 mètres, puis nage 1003, puis nage 1005, et à chaque fois je faisais la même chose. Au vélo, je disais bon bah j'en ai au moins pour 3 heures, donc je faisais à chaque fois 3 heures de vélo. Enfin, c'était pas la préparation la plus optimale. Maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience, je sais plus ou moins ce qu'il faut faire, et c'était clairement pas ça. Mais ça s'est révélé... Ça suffit. Ouais, ça a suffi. Bon, j'ai fini le semi, je crois, en 2h15 ou 2h10, parce que un problème digestif, des crampes, enfin, tout ce que tu peux connaître, voilà. Ça s'est révélé exister ce jour-là, quoi. Donc, c'est là où j'ai pris la mesure de ce sport, en fait, et que c'était pas 3 sports, mais bien un seul sport, en fait. C'est 3 disciplines. Qui s'enchaînent, faut pas oublier l'enchaînement, quoi. Mais c'est un seul sport. Faut le prendre dans sa globalité. Donc, faut nager à son allure, faut faire du vélo à son allure, dans l'objectif d'être capable d'effectuer la meilleure course à pied possible. Et à partir de ce moment-là, je me suis doté d'un coach, en fait. J'ai laissé les sachants et me dire tu fais bien le robot, tu peux écouter les gens, ça t'es assez intelligent pour le faire, donc ne va pas te dire que tu vas créer ton programme, et écoute les gens qui l'ont déjà fait, quoi. Directement, du coup, pour finir la prépa Ironman, juste après le... Directement. Genre le lendemain. La course était le 4 février, je crois que le 10 février, j'avais trouvé un coach via un ami qui était très très pointilleux dans la sélection, dans son quotidien, en fait. Il est méga pointilleux, méga précis, et il aurait jamais pris quelqu'un qui était pas bon. Et du coup, je lui ai tout simplement dit qui est cette personne, et il m'a orienté vers son coach. Et du jour au lendemain, et voilà, et aujourd'hui, ça fait 5 ans et demi qu'on travaille ensemble. Ah oui. Ouais, donc tu as pris un coach longue durée là pour le coup. C'est un coach longue durée qui m'accompagne jusqu'à l'enduroman, et aujourd'hui, en fait, je pars du principe qui est simple, que ce soit au hockey ou au rugby, quand on avait un coach où la confiance était installée et que les objectifs étaient remplis, que la confiance était là et qu'on pouvait avancer et qu'on continuait à progresser, il n'y avait pas de raison de changer. Donc, entre guillemets, tant qu'il m'accepte, je le prends avec grand plaisir. Et du coup, l'Iron en juillet, c'est bien passé ? L'Iron en juillet, c'est bien passé, oui, parce que je l'ai terminé et que c'était mon premier Ironman et c'était l'objectif. Voilà. Sachant que j'avais en tête d'essayer de mettre moins de 13 heures, c'était Nice, et moins de 4 heures au marathon. C'était les deux, parce que la natation, j'avais aucune idée de combien de temps j'allais mettre, et le vélo, j'avais aucune idée de comment ça allait se passer, étant donné que je faisais toujours 95 kg à ce moment-là, donc... monter le col de l'Aigre et le col de Vence, c'était pas forcément fait pour moi à ce moment-là. Et ça s'est bien passé parce que finisher, dans les temps, je crois que je mets 11h30, donc je suis plus que ravi. Et c'était une belle fête, et c'était quelque chose que je découvrais vraiment pas comme un nouveau-né, mais j'avais finalement ces étoiles dans les yeux que mes amis avaient eu quand eux l'avaient fini, quoi. T'avais pas fait de M avant pour mettre le pied à l'étrier? Alors non, le premier M, je l'ai fait il y a 1 an, je crois. J'ai fait le triathlon de Paris parce que j'ai reçu une invitation. Et que c'est pratique. En fait, je suis parti du postulat que c'est tellement d'organisation, tellement de logistique, autant faire que de le faire pour 2 heures, ou 2 heures, pas pour nous, mais on va dire de s'organiser toute cette logistique pour simplement si peu de temps. Je me dis, bah, autant faire un 73 ou un full direct, quoi. Bah, là, ça va parce que c'est à domicile, donc c'est quand même plus simple. Mais c'est vrai que si tu dois embarquer tout ça dans ton avion pour 3 heures, on va dire, d'effort, c'est pas rentable. C'est frustrant, quoi. Ouais, Dubaï, c'était un peu plus loin, là, pour le coup. T'as un petit côté voyage aussi. Non, mais voilà, j'avais un ami à visiter. C'était l'occasion. Tu pars là-bas, c'est quand même plus sympa de faire du vélo à Dubaï. Le revêtement, il est cool. On m'avait dit que ça allait vite. C'était le cas. Ah ouais, ça va très très vite. Ouais, bah, je crois qu'ils vont pas tarder à péter le record du 73 à Dubaï un jour ou l'autre. Hein, parce que c'est un parcours qui est prévu pour, peut-être aussi. C'est assez plat. Bah, déjà, sur le vélo, je crois je sais pas s'ils ont tapé la barrière des 2 heures, mais ils sont pas très loin. Ouais. Donc, et après, ils vont sortir un Norvégien qui va courir en 1 heure le semi-marathon, et puis ça va être terminé. Hein. Le mec, en 3h30, il aura fait ce que tu fais toi sur un M, quoi. C'est énervant. Et du coup, est-ce que c'est ton coach ou c'est toi qui avais fixé ensuite cette épreuve du Norseman un peu en target? Parce que du coup, je suppose que c'est un petit peu la suite. Alors, pas du tout. En gros, on est parti avec Sébastien Pernet qui m'accompagne du coup depuis Dubaï. Le Norseman, c'était un peu pas le Graal, mais l'intérieur sport que j'avais vu sur le triathlon comme tout le monde. Et je me suis dit, après l'Ironman de Nice, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et franchement, cette course, elle me trouve... je trouvais l'aventure et l'histoire derrière tout ça incroyable. Donc,
je me suis dit, écoute, à chaque fois que tu te demandes ce que tu as envie de faire, ça revient dans ta tête, donc inscris-toi, quoi. Après, tu verras bien, hein, de toute façon. Tu seras peut-être pas tiré au sort déjà. Non, mais c'est ça. En fait, il y a plus de chances de le terminer que d'être tiré au sort. Donc. Déjà à l'époque, c'était je crois que tu as entre 3 et 4 000 personnes qui se mettent dedans. Tu as 250 personnes qui sont tirées au sort. Ouais. Et sur les 250, tu as 100 Norvégiens. Ah oui. Donc tu n'as plus que 150 places. Je crois que tu as un minimum de 30% de femmes. Donc t'enlèves. C'était pas mon cas. Du coup, sur les 250, t'enlèves 75 personnes. Donc 175, t'as plus que 175 places. Il reste plus. Donc il reste plus grand chose en fait. T'enlèves les pros. Il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient le pote du fondateur. Et puis t'as vraiment pas beaucoup de chance, quoi. Et t'as été tiré au sort la première année. Et c'est peut-être le destin, mais ça a été le tirage au sort. Il est tombé un samedi soir qui était donc c'était en 2018. Donc j'ai été tiré au sort en 2017, en novembre 2017. Et il y avait un test match France-Nouvelle-Zélande au rugby. Et j'avais 2 potes qui étaient à Londres à ce moment-là. Et on était devant le match dans un pub, craché sur les Anglais. Et toujours, il faut. Et en fait, à la mi-temps, je reçois un mail de l'organisation. Mais le tirage au sort était censé être le lundi ou le mardi. Donc je vois le mail, mais je le regarde même pas en fait, parce que je sais que c'est pas ça. Donc il doit me dire tiens, tu vas avoir les résultats lundi, mardi, tiens, t'es prêt ou... J-2. Ouais, voilà. Et en fait, la phrase commence par il va faire froid, tu vas avoir froid, prends du café parce que tu vas en avoir besoin. Et en fait, j'enlève le mail. Ah, tu l'as supprimé carrément ? Non, je l'ai juste, j'ai juste rangé mon téléphone, match, quoi. Ouais. Et je remets le truc et je le lis, et là je vois, je relis cette phrase et je vois tu es sélectionné, rendez-vous, le machin, un truc. Je fais, ah mais merde, en fait c'est vrai. Et en fait ils avaient envoyé le résultat un peu avant, et du coup c'était assez incroyable parce que du coup en plus on n'a pas gagné le match France-Nouvelle-Zélande, mais on a su célébrer quand même le tirage au sort après. On s'est rattrapé depuis, on les a battus. Exactement. Plusieurs fois. Ça, je sais pas. Je suis pas assez expert rugby, désolé pour nos amis auditeurs rugby. Du coup, c'est comme ça qu'on a commencé, et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure du Norseman. Que t'as fait du coup en 2018 ? 2018, ouais, exactement. C'est quoi, c'est en juin, je crois, non ? C'était le 4 août. C'est en août. Ouais. C'est la première semaine d'août en général. Ils essaient de trouver la meilleure fenêtre météo, mais ça répond généralement pas favorable. Et alors, cette expérience, comment ça s'est passé ? Sans forcément décrire chaque moment de la course, mais franchement, comment tu l'as vécu ? C'est incroyable parce que déjà, par définition, c'est drastique. Enfin, c'est vraiment changeant parce qu'un Ironman, qui était le seul format que je connais et organisé par Ironman, c'est point machine, quoi. Ouais, mais c'est point A, tout point A, quoi. Et là, le Norseman, c'est point A, point B. Qui est un bateau, le point A. Qui est un bateau, mais tu repasses jamais au même endroit. Ouais, tu repasses jamais au même endroit. Ton marathon, tu te déplaces en fait. Tu vas d'un endroit à un autre. Donc t'as pas de boucle, t'as pas tout ça. Et forcément, pour pouvoir faire tout ça, il te faut une assistance. Et c'est là où en fait c'est la beauté de cette course pour moi, en plus de ce qui vient après, mais c'est que c'est un partage parce que tu as besoin de ton équipe, tu as besoin d'une assistance. Et en fait, cette aventure individuelle devient une aventure collective, pas le jour de la course, mais à partir du moment où tu t'es tiré au sort, parce que tu dois sélectionner ton équipe, tu dois te dire, voilà, est-ce que j'ai déjà des proches, parce que j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas d'assistance. Ils ont fait, parce que normalement, en fait, ils avaient du mal à trouver quelqu'un. Genre, ils te créent un groupe Facebook où il y a tous les athlètes, et il y avait certaines personnes qui disaient moi j'ai personne dans mon entourage, et en fait mine de rien tu réalises un peu la chance que t'as quand tu relativises et tu te dis moi c'est pas la même aventure, c'est sûr. C'est super dur, et tu relativises et tu te dis putain, mais moi j'ai plein de potes qui sont sportifs, c'est trop bien, qui veulent t'aider, qui sont là pour t'accompagner, et non, mais tu te rends compte de la chance que t'as en fait. Et du coup on est parti avec 5 potes, entre famille, compagne, etc. Et cette aventure, en fait, c'est pas du tout quelque chose que tu vis tout seul. Tu le partages, et elle est d'autant plus grande parce que y avait un objectif qui était d'avoir le t-shirt noir, parce que t'as une division des athlètes, pour ceux qui le savent pas, au 30e kilomètre du marathon, où en gros les 150 premiers peuvent terminer la course et finir par un trail de 12 km avec 1000 de D+, à peu près, et t'as la récompense d'un t-shirt noir. Et sinon t'as un chemin alternatif qui est lui un t-shirt blanc, malheureusement pour les personnes qui sont pas dans le classement.
Donc moi, quand j'ai été tiré au sort, mon objectif, c'était dans ces 150 premiers-là. C'était le seul objectif. Et après les classements sur les 150... Franchement, j'aurais pu finir premier ou 150e. Bon, premier, c'est quand même toujours un petit bonus. Ouais, mais c'est pas possible. et du coup... C'est que des Norvégiens, de toute façon. Effectivement, c'est souvent des Norvégiens. Et du coup, j'ai enquillé sur la prépa avec cet objectif en tête. Pouvoir te dire... finir dans les 150 premiers. Et si tu n'as pas fini dans les 150 premiers, eh ben ne le regrette pas, parce que tu auras juste donné tout ce que tu pouvais et les autres ont juste été meilleurs que toi. Mais c'est pas parce que tu t'es mal entraîné, c'est pas parce que tu t'es pas bien préparé, c'est pas parce que tu as loupé un entraînement. En fait, c'était la première fois que je me battais contre les autres. Ouais, ça change un peu d'habitude. Alors que d'habitude, à notre niveau, tu te bats contre toi-même, d'essayer de faire la meilleure course possible. Tu vas pas essayer de battre le mec qui est devant toi. De toute façon, tu sais pas à quel tour il en est, tu sais pas qui c'est. Enfin, ça sert à rien. Donc, et là, fallait quand même que je finisse dans ces 150 mecs-là. Donc, si je finissais 151e, en fait, je voulais pas le regretter. Parce que de avoir loupé 1, 2, 3, 10 entraînements, peut-être que t'aurais pu t'en mordre les doigts, quoi. Ah, c'est clair. Donc, et finalement, ça s'est bien terminé parce que ça a été une aventure incroyable. Et je finis, je crois, 40e au scratch. Donc, le contrat est rempli. Pleinement. Ouais. Et pleinement, pas de blessure, tout va bien, tout le monde est heureux, le coach il est content, moi je suis content. Ouais, donc tu t'es entraîné quand même. Je me suis honnêtement bien entraîné. En fait, j'ai été. Norseman est impressionnante. J'ai été très discipliné. Je me suis entouré d'un mec qui est vraiment compétent. J'ai trouvé le temps nécessaire et j'ai été discipliné dans ma préparation. On a été de manière très progressive. Il y a eu des séances vraiment chiantes. Et parce que pour progresser, il faut, par exemple, pour la course à pied, faut apprendre à courir lentement avant de courir vite. Pour le coup, c'est ce que j'ai fait. Le vélo, il faut y aller de manière très progressive. Tout est un chemin assez long et il faut pas vouloir sauter les étapes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une source d'information géniale, mais il faut savoir faire le tri. Et c'est un bon jeu de mots, savoir faire le tri. Et il faut breveter. Il faut prendre le temps et laisser suffisamment aussi de temps au corps pour assimiler, pour progresser, pour justement arriver en forme le jour J. Et c'est ce que mon coach m'a répété tout le temps. Et je me souviens de séances de 2 heures à pied à courir genre à 7 minutes du kilomètre, quoi. Ah oui, de quoi s'ennuyer, ouais. Ouais, et quand quelqu'un il te regarde, genre en plus à défaut d'être bon, faut bien s'habiller, donc tu t'habilles, genre t'es prêt, t'as les bonnes chaussettes, t'as tout ce qu'il faut, et tu vois un mec qui te passe devant, il se regarde et limite il se fout de ta gueule, et en plus c'est un Anglais, donc t'as envie de lui... J'étais à Londres à ce moment-là, mais il faut prendre le temps, et voilà, aujourd'hui on a créé une base d'aérobie très solide pour justement effectuer la meilleure course le jour J, quoi. Et comment tu te prépares sur une natation qui est potentiellement à 13-14 degrés, justement ? Alors, il y a plein de choses à faire, mais fondamentalement, ce que je me disais, c'était que pendant 29 ans, 30 ans, rentrer dans une eau à 10 degrés, ça te fait froid. Donc, c'est pas en 6 mois que du jour au lendemain, ça va faire chaud. Donc, dans tous les cas, c'est sûr. Tu vas juste te cailler le cul. Ouais. Et pour le coup, ce que j'avais en tête, c'était que ma journée va être très très longue parce que tu as quand même 180 bornes avec 3000 de dénivelé, tu as un marathon trail à courir et tes 3800 mètres de nage, ça reste que 1 heure dans toute ta journée, ou 1h05, 1h10, 1h20, mais bon, on va dire qu'à partir d'une heure... Non, mais à partir d'une heure, tu te dis, après j'arrive et je m'accroche, quoi. Ouais. Donc, j'avais pas vraiment d'appréhension à ce niveau-là. Le froid, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner vivant à Londres à Hyde Park, où en fait il y a une ligne d'eau qui s'appelle le Serpentine, et en gros qui fait 250 mètres et qui est ouverte de 6h à 9h du matin toute l'année. Donc tu peux même nager. Et c'est de l'eau libre, c'est pas une piscine, hein, c'est dans le Hyde Park, c'est comme si t'avais dans la Seine une ligne d'eau de 250 mètres. Je sais pas si j'irais, mais. Dans la Seine, bien sûr. Voilà, dans Hyde Park c'est quand même un peu plus propre, et c'est en fait le plus vieux club britannique de natation. D'accord. Et c'est un peu la genèse de comment tout a commencé pour la prochaine épreuve, parce que j'ai rencontré des gens là-bas qui ont traversé 14 fois la Manche, sans combi,
Donc moi je m'entraînais à Hyde Park bien évidemment avec ma combi et ils m'appelaient le petit Frenchie frileux et je leur disais ouais c'est ce qu'on va voir. C'est bien ce que Parce que vous avez déjà essayé avec la combi aussi, parce que vous allez voir, c'est quand même vachement bien. Et il sait peut-être juste pas, c'est tout. En gros, c'est comme ça que je me suis entraîné. Après, je faisais des bains froids, mais il faisait toujours froid. Donc au final, et l'eau est à 13 degrés et c'est le cadet de tes soucis en fait. Puis 13, ça va encore. C'est pas ouais. Et tu parlais tout à l'heure de ton poids. Est-ce que ton coach t'a fixé un poids maximum pour cette épreuve ou de toute façon par rapport à l'entraînement que tu t'infligeais En fait, ouais, ça a été un mélange. C'est que tu finis ta vie étudiant, donc normalement, si tout va bien, tu perds un peu de poids. Les soirées, ça réduit aussi. Et tu te mets à manger quand même un peu mieux parce que tu te mets à travailler. Donc on va dire que tu peux t'offrir de la nourriture un peu plus qualitative. À Londres, ça devait pas être facile quand même. Ça a changé. Pour le coup, ça a changé. C'est peut-être le seul truc qui a été bien. C'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment de tout. Et il y a tous les veggies, les vegans, les trucs, les machins. Donc pour le coup, ça a vachement changé. Et en fait, naturellement, j'ai perdu du poids parce que le Norseman, je l'ai fait, je faisais 87 kilos. Non, je faisais 90 kilos. Je faisais 90 kilos, donc j'avais quand même perdu entre le moment où j'ai commencé le triathlon 12 kilos. Quoi. Ouais, et puis surtout, effectivement, sur le vélo, quand t'es dans des cols ou des belles bosses, c'est quand même mieux d'être un peu plus léger. Donc les 5 kilos, je pense que tu les sens sur... Ouais, après, le vélo, c'était clairement pas mon sport fort. Donc je me rendais pas trop compte, je pédalais, T'avançais quoi. Ouais, et sur le Norseman, j'avais acheté comment ça s'appelle ? Un moteur ? Un capteur de puissance. Ouais. Et du coup, je suis resté pendant 6 heures comme ça à regarder les yeux rivés sur les watts pour être capable d'effectuer la meilleure course possible qui est toujours mon point fort sur les 3 disciplines. Et t'en parlais un petit peu justement avec ces entraînements dans l'eau à Hyde Park, que t'as rencontré des personnes pour préparer ta prochaine épreuve. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Parce que je sais pas si on a vraiment mentionné encore jusque-là. Je crois qu'on l'a dit une fois très brièvement. Mais c'est quand même une sacrée épreuve, donc si tu peux éventuellement la redécrire. On avait fait un épisode dédié à l'enduroman il y a quelques temps de ça, donc on invite les auditeurs s'ils veulent tous les détails sur l'épreuve de le réécouter. Mais est-ce que tu peux nous redonner un petit peu les détails de cet enduroman ? Ouais, avec plaisir. En gros, l'enduroman, c'est plus communément appelé Arch to Arch, où en gros tu pars de Marble Arch, qui est situé près de Hyde Park, pour arriver à l'Arc de Triomphe à Paris. Et donc en gros, au lieu de prendre l'Eurostar, tu fais Dover pour les Anglais, 140 km de course à pied. Et si tout va bien, là il y a un petit ponton, tu plonges, tu sautes, t'as à peu près 42 km pour la traversée de la Manche à nager, entre les cargos et tout ce qui va bien. Si tu vas relativement droit quoi. Ouais, alors la distance varie vraiment d'une personne à une autre. Ça peut aller de 42 à 60. Ouais. Donc j'espère être plus dans les 40 pour le coup. On imagine. C'est clair. Non mais après il y en a, ils adorent ça et ils se disent je vais en faire plus, je sais pas, il y en a et voilà, comme et après tu finis si tout va bien, je touche du bois, par le vélo. T'arrives à Calais et t'as 300 km de vélo pour rallier Paris. Et ce qui après tout ça semble assez facile finalement. Ouais, c'est presque, pour le coup entre vous et moi et les auditeurs, du coup, si j'arrive à Calais, je vois pas comment je pourrais ne pas arriver à Paris. Plus rien ne t'arrêtera. C'est clair. J'ai du mal à me dire, tu vas avoir traversé la Manche et tu seras incapable d'arriver à Paris alors que tu veux juste rentrer chez toi. Quoi. Des bouchons, quoi, éventuellement. C'est peut-être le truc qui te fait un peu. Non, mais on peut parler des bouchons parce que. Ça a coûté un record. Veux pas. Non, mais c'est pas pour paraître ambitieux parce que c'est pas ce que je. Enfin, si, ambitieux, oui, mais pas prétentieux. Le record du monde, il est aujourd'hui de 49 heures et 50 minutes, à peu près, je crois. Il a été battu l'année dernière, c'est ça ? Ouais. Par un Français. Par un Français. Et en gros, moi, mon objectif, si l'alignement des planètes est vraiment parfait et compte tenu de mes capacités, ce serait de mettre moins de 48 heures. Donc améliorer la marque. Donc améliorer d'une heure, histoire de ne pas avoir fait la sieste entre les deux, quoi.
Mais Et d'après toi, où est-ce que tu vas aller chercher cette heure ou heure et demie alors en gros, j'ai vraiment divisé les 140 km. J'imagine que ça prend entre 12 et 14 heures, peu ou prou, par rapport à mes capacités, encore une fois. Ouais, bien sûr, ouais. Ça dépend un peu C'est aussi de vraiment ta pour partir stratégie. tranquille. À 140 bornes, je pense que tu vas pas en mode Kipchoge, quoi. Non, J'ai jamais vu courir. Hein, Il n'y a pas trop de dénivelé pour y aller sur la partie je course à t'avoue pied. que j'ai pas encore regardé exactement le parcours, mais je sais qu'il y en a pas beaucoup. Ouais, je crois que c'est. C'est sensiblement plat, mais bon, sur 140 bornes, même si t'as 1000 de dénivelé, je pense que tu les vois même pas. Hein. Mais je pense qu'il n'y a pas ça. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas ça. C'est pas du trail, quoi. Non. C'est pas un ultra. Après, je pense dormir un petit peu. Au moins 5 heures, à mon avis, avant de te lancer dans la Manche. Donc, t'es à, on va dire 13 plus 5, t'es à 18 heures. Si tout va bien, tu te lances dans la Manche. Là, je dirais que t'en as entre 15 et 20. Si on peut être plus près de 15, c'est mieux quand même. Quel enfer. 15 heures dans la Manche. Ouais, c'est un peu pour ça que je me suis inscrit en fait. On va en revenir juste après, mais donc on est à 18 plus une vingtaine moins 3, on va dire 17. Ça fait du 35 heures. Il t'en reste plus beaucoup. Si t'as 300 bornes de vélo, tu peux te dire que tu peux mettre 10 heures par rapport encore une fois à mes capacités. 10, 11, peut-être un peu moins. Je sais pas. En fait, c'est 10 heures tu pour peux, 300 tu bornes, peux planifier. Bah, à 32 moyenne. faut... Là, j'ai fait l'Ironman de Cozumel, j'étais à 39,5. Ouais. T'as 180 bornes. Faut que tu tiennes 1 heure, 2 heures de plus, 3 heures, 4 heures. Enfin, normalement, après, voilà, c'est encore une fois, tu peux faire plein de plans sur la comète. T'auras traversé la Manche avant et couru 140 km. Oui, Donc, en tu fait, sais pas exactement. Tu peux pas forcément te préparer. Si tu me dis demain, on va faire 300 km, je te dis oui, on les fait en 10 heures, même en 8 si ça se Pas de trouve, souci, même en ouais. 7. Mais après la tout Manche, ça, ouais. c'est difficile. Tu redors pas après la Manche? Tu fais une petite Aujourd'hui, pause, peut-être Aujourd'hui, et je sais même pas si c'est viable et on n'en a pas encore parlé avec le coach, mais ce que j'imagine, c'est sortir de l'eau, monter sur le vélo Et faire une pause plus loin? et quitte à Non. devoir faire une pause après. Mais après, c'est là autour d'une table, c'est facile. Oui, une fois que tu sors de l'eau, tu sais pas si tu seras pas frigorifié Non, ou mais si c'est tu ça. seras pas. J'en ai aucune idée, Ouais. donc on va se préparer pour essayer que ça se fasse de la meilleure des manières. Mais du coup, si on est aux 35 heures plus 10 heures de vélo, ça te fait 45. Ouais. T'as 3 heures de battement. Mais c'est pas beaucoup. Ce qui peut être problématique, ce que nous disait Cyril, c'est que en fait, t'as un arbitre qui te suit tout le long, Ouais. et que si lui en voiture il est obligé de s'arrêter dans les bouchons, toi t'es obligé de l'attendre, quoi. Il paraît, ouais. Et du coup, il y a alors c'est pas sur le dernier record, mais il y a un mec qui est resté un peu bloqué et qui a perdu presque 1 heure pour rentrer dans Paris parce que la voiture de l'arbitre était bloquée et que lui en vélo il aurait pu avancer, mais Exactement, Non, il pouvait pas. c'est pour ça qu'on parlait des feux rouges, t'es régi par, Ouais. par le code de la route. Exactement. Donc après, mais encore une fois, si j'en suis à ces questions-là, c'est Oui, que c'est que ça sera s'est bien pas trop passé. mal passé. ouais, je serais plutôt très content et que s'il est pas battu, bah il est pas battu et c'est pas grave. Enfin, l'idée c'est vraiment intérieurement, c'est d'arriver à Calais et ensuite on fera les comptes, on verra. Et s'il reste de l'énergie et qu'on peut aller chercher un truc, on verra. Mais encore une fois, si le record il avait été de 43 heures et si ça se trouve il y a un mec un jour il le fera en 43 heures et c'est presque sûr qu'un jour il y a un mec qui le fera. J'aurais pas dit que je veux battre le record du monde. Oui, non, bien Moi, sûr. c'est mes capacités aujourd'hui potentiellement vont me permettre de faire cette course-là. De toute façon, je pense que c'est le genre d'épreuve où il faut être humble parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver sur toutes les preuves et que Non, tu mais vas pas c'est ça. forcément à la base non plus que pour aller chercher le chrono. Il y a peut-être des gens pour En fait, qui quand c'est je le me cas, suis mais- inscrit, j'ai même pas regardé en fait quel était le temps. Moi, j'ai regardé qu'est-ce que j'aimerais faire par rapport à mes capacités comme course. Et il s'est avéré que bah Tu t'es dit ça c'est jouable. ça c'est la course genre idéale. Et du coup, tu disais que tu avais discuté avec des gars qui avaient déjà traversé la Manche. Est-ce Ouais. que tu peux nous expliquer un peu comment ça t'est venu? C'est eux qui t'ont donné envie de lancer là-dedans? Bah en fait, encore une fois, ces personnes-là, elles en parlent avec d'autres étoiles dans les yeux que celles de l'Ironman, mais qui sont tout aussi belles et voire encore plus incroyables. Et je trouve que c'était l'Ironman, c'était vraiment l'aboutissement d'un sportif accompli. Traverser la Manche, c'est l'aboutissement d'un truc pas unique parce que t'es pas le seul à avoir fait. Non, mais Ils sont quand même pas nombreux. l'Ironman, t'en c'est as quand clair. même 2000 personnes par week-end. Ouais.
Et ça grandit vite depuis quand même. Aujourd'hui, voilà, et malheureusement, dans un sens, je trouve qu'on banalise ça, alors que ça reste incroyable. Faut pas, 99% des gens ne sont pas en mesure de le faire. Et aujourd'hui, t'as fait un Ironman. C'est direct, t'as mis combien de temps? Mais en fait, t'as fait un Ironman quand même avant. Donc peut-être faut relativiser, de se dire que... J'en parlais aujourd'hui avec mon coach, c'est marrant, mais avant, les gens qui faisaient un marathon, ils avaient la temps de récupération d'un marathon, c'était le nombre de kilomètres parcourus. Donc tu finissais ton marathon, tu avais 42 jours de repos. Ah, 2 jours, ah oui. Bah après, quand tu regardes les temps de récupération sur les montres, sur certaines montres en tout cas, Ouais. quand tu fais une sortie d'une heure, il te dit faut te reposer pendant 72 heures ou je sais pas combien. Au final, c'est un peu pareil, c'est juste qu'on le suit pas trop, quoi. Ouais. Ouais, mais aujourd'hui, les mecs, ils enquillent 3-4 Ironman, les pros. Oui, non, bien sûr. On peut pas, faut comparer ce qui est comparable en fait. Il y a un mec qui vient de faire 60 Ironman en 60 jours, là, je crois. C'est le record, le nouveau record. Tu sais que t'as pas de taf quand même, parce que... Ah non, c'est sûr que là... Faut pas se mentir, il a du temps, le gars. Bah déjà, ouais, et puis encore une fois, faut voir quel type de personne c'est, parce que si effectivement il a pas de travail, mais que c'est un ancien athlète, c'est un ancien militaire, c'est un ancien pompier, voilà, il y a souvent ces genres de profils. Si le mec il a clôturé, ce qui est incroyable, mais un Ironman en 9 heures, Je crois et qu'il le fait en 15 ou 16 tous les jours, bah c'est pas pareil, quoi. Ouais, je crois c'est qu'il comme si... met autour de 10h30 par Ironman, quoi. Donc il est... Ah ouais, donc il envoie quand même. Ouais, il est... Et du coup, là, sur l'enduroman, c'est en autonomie. Donc Alors là, c'est le même principe que le Norseman. Tu as besoin d'une assistance tout du long. Tu pars forcément d'un point A à un point B. Et il faut avoir ton équipe de support qui est qui suit l'arbitre en fait et l'organisation. Donc tu as un van qui va te suivre pendant la course à pied avec 1, 2, 3 personnes qui sont là pour t'assister. Tu as un bateau qui est fourni par l'organisation de l'enduroman qui est là lui pour assurer ta sécurité et en même Sympa. temps, ouais, il est cool, te diriger. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Il faut que ton capitaine du bateau, il ait l'habitude de le faire. Sachant que si tu es en recherche d'un temps, il faut pas avoir un novice, entre guillemets. Et tu as 2 personnes qui sont là pour t'alimenter et te soutenir sur le bateau. Et pareil, après pour le vélo, même principe, même combat. Donc l'idée, moi, c'est aujourd'hui, je veux pas imposer aux personnes qui vont m'assister d'être là pendant 48 heures, parce que je trouve que déjà c'est incroyable de se dire que tu as des amis qui sont là pour toi et qui vont clairement s'oublier en fait pendant 2 jours juste pour ton bien-être. Ouais, c'est fort, c'est clair. Ouais, non, mais Et après, ça leur permet aussi de vivre un peu l'aventure au travers toi. C'est très gentil, bien sûr, de ton point de vue, mais c'est vrai que ne serait-ce que quand tu vas supporter des gens qui vont faire une course, un marathon de Paris ou semi de Paris, au final, ils sont contents de le faire parce qu'ils y trouvent aussi un oui, petit tu trouves un bonheur, plaisir, quoi, mais ouais. c'est réduit dans le sens où... Oui, bien sûr. Pour moi, il y a une chose qui est fondamentale là-dedans, c'est que déjà, ils sont partis de la performance. Parce que si t'as une galère, ils sont là pour... Si t'as une galère, s'ils te donnent pas les trucs au bon moment, s'ils trouvent plus l'eau, c'est des trucs qui ont un impact sur ton mental déjà. Imagine, t'es en train de courir, t'es au 130e kilomètre. C'est sûrement ce qui va arriver. T'as envie d'un truc spécifique et il le trouve pas et il met 25 minutes à le trouver. Ça t'énerve un peu. Ça peut t'énerver, ça peut créer des tensions parce que t'as de la fatigue, tu génères du stress. Et pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, c'est gérable. La personne, elle peut prendre sur elle et se dire non, mais c'est mon pote, je sais que ça va. Pendant 48 heures, et il y a un moment, il peut te dire en fait ciao. Tu vois le mec qui part et en avec plus, le bateau. et en fait, tu peux pas lui en vouloir. Tu peux tout à fait comprendre son ressenti. Sur le coup, tu dois... Non mais c'est Des petites insultes qui partent quand même, je pense. En fait, c'est pour ça que j'ai pas envie d'imposer ça à qui que ce soit. Donc là, tu reprends pas la même équipe que... Du coup, c'est pas encore complètement défini. Faut que j'en parle avec toutes les parties prenantes. J'ai sûrement mon coach et j'aimerais beaucoup, s'il écoute ce podcast un jour, qu'il soit là avec moi parce qu'on n'a pas encore fait de course ensemble et depuis 5 ans, on a quand même tissé une relation forte et d'avoir la personne qui t'a forgé pour le coup. C'est plutôt cool. Ce serait incroyable. Comme donc, ça, s'il a merdé sur la prépa, tu pourras lui. Je t'en prendras lui le cool. physiquement, ouais.
Puis à l'inverse, il pourrait dire attends, cette séance elle était faite pour ce moment-là. Donc me fais pas croire que t'es fatigué. Non mais justement, enfin, parler de ton coach sur cette épreuve, c'est assez intéressant parce que je pense pas qu'il est, même s'il a beaucoup d'expérience, non, il a jamais coaché quelqu'un qui a fait l'enduroman. Ouais, c'est quand même assez rare, je suppose. Et lui, ça doit être une forme de pression. Tu sais un petit peu comment il se prépare? Il discute avec des gens qui l'ont déjà fait, ou il a déjà son programme en tête, ou comment ça se passe? Alors, j'ai envie de dire, il faudrait lui poser la question. Ça pourrait être déjà la première chose. Prochain. Mais on en a un petit peu parlé. Il part du principe que voilà, tout est faisable à partir du moment où tu es prêt à y dédier le temps et en fonction de ta vie, etc. Sans que ce soit au détriment de ta santé. Et aujourd'hui, moi, je lui fais confiance pour se lancer dans cette épreuve. Donc, c'est pas qu'il y a un contrat qui nous lie, mais si je lui donne ma confiance, entre guillemets, lui, il va pas se sentir redevable, mais il se dit voilà, c'est quand même l'objectif d'une vie pour mon athlète. Je vais faire les choses nécessaires si j'ai pas la connaissance pour trouver, pour se renseigner, pour se documenter, pour s'alimenter. Après, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la transmission que dans la performance. Par exemple, si c'était un athlète, et ça existe des coachs qui sont athlètes en même temps. Aujourd'hui, lui, il n'est plus athlète ou moins, ou juste pour le plaisir. Donc, il est beaucoup plus dans le partage, dans la transmission. Et d'avoir un athlète comme moi qui se prépare pour quelque chose de nouveau, ça lui demande forcément, effectivement, de l'apprentissage, de la documentation, d'aller chercher de l'info qui potentiellement il n'a pas, comment gérer un ultra, mais en plus un ultra de nage avec de l'eau libre, de l'eau froide, des méduses. Un ultra quoi. Voilà. C'est un peu ça. Et oui, je pense que ça vaudrait le coup de lui demander, mais je pense qu'il a un plan bien en tête. Après, il me connaît et il sait que j'ai besoin d'avoir un peu de visibilité, mais pas non plus tout. Donc, pour pas avoir peur, quoi. Ouais. Faut le cadre, savoir qu'il y a un cadre, que ça va bien se passer, mais pas tout voir, quoi. C'est de temps en temps, voilà, prévois un peu de temps ce week-end là, quoi. Ouais. Et du coup, là, t'auras quand même une combi pour traverser la Manche. Alors moi, je le fais en combi. Ou tu l'as fait à l'anglaise? Non, moi je le fais en combi. Moi, je suis le Frenchy frileux, moi. T'as pas demandé à Steve Narl Il va me dire de bouffer du saumon et de tordure de graisse de phoque et tout va bien se passer. Non, mais par contre, effectivement, je l'ai contacté et on est censé se parler un moment parce que c'est toujours bien d'avoir des retours d'expérience. Après, on semble pas avoir le même câblage dans le cerveau déjà. Il est quand même à la recherche de sensations bien extrêmes. Mais moi, c'est pas ce que je recherche. Ce qui m'a décidé de me mettre dans l'enduroman, en fait, ça a été beaucoup plus le sentiment d'inconnu. Dans le sens où je suis loin d'être Mike Horn, je suis pas Sylvain Tesson, et pourtant, c'est des aventuriers que j'apprécie et qui m'inspirent. Et ce qui m'impressionne chez ces gens-là, c'est que quand ils partent en expédition, les mecs, ils ont aucune idée de ce qu'ils vont trouver. Genre, ils vont passer par des moments, ils sont incapables de te dire ce qui va se passer le lendemain. Moi, tu me mets sur... Ils sont pas si préparés que ça, en fait. Oui et non, en fait, ils sont préparés à l'imprévu. Ouais. Exactement. Ouais. Et c'est incroyable. Ouais, c'est fort. Ils sont jamais dans le stress. Et en fait, ça, c'est quand ils sont à la télé. Ouais. Parce que je pense que parfois, le mec, il est au bord de perdre ses doigts. Non, tout va bien. Quand il tombe dans des crevasses, je pense qu'il fait pas le malin à l'ami Mike. Hein. Mais bon. Non, mais c'est clair. Et en gros, c'est ça qui m'a décidé à mon échelle et à mon petit niveau. Quand je rentre dans un Ironman, je sais ce qui va se passer. Ouais. J'ai plus d'imprévus, j'ai plus d'inconnus. Il y en a toujours, mais c'est par rapport à ta performance. Je me remets pas en question ma capacité à le faire. Là, courir 140 km, je pense que j'en suis capable. Faire 300 km de vélo, je sais que j'en suis capable. La Manche. Traverser la Manche, je vais mettre mes 15 ou 20 premiers coups de bras. Je sais que je peux tenir 2 heures. Ouais, après... 3 heures. Aujourd'hui, on n'a pas encore commencé l'entraînement. Le reste, c'est quand même complètement l'inconnu. Et même après l'entraînement, je vais beau avoir... parce que je dois valider 8 heures en eau libre. J'ai beau avoir ça en tête dans mon planning. Et ça, je sais que potentiellement, si je m'entraîne, je vais en être capable. Mais il y a quand même le double potentiellement pour la Manche. Et ça, tant que je ne serai pas arrivé à quel âge, je ne sais pas si je serai en mesure de le faire. Tu vas en compter des carreaux au fond de la piscine. Hein, on va en compter quelques-uns. Ouais.
Puis ce qui est difficile aussi, c'est qu'effectivement le parcours, tu sais pas combien de bornes ça va faire à l'avance, quoi. Ça peut être. En fait, faut mieux pas ça. Ouais, faut prendre. Tu verras bien, et là, faut faire confiance aux gens qui sont sur le bateau. De toute façon, il faut leur. Et c'est pour ça que la sélection des gens qui sont sur le bateau, elle est essentielle. Et j'ai eu pas mal de retours d'expérience à ce niveau-là. C'est que c'est pas une partie de plaisir pour eux, parce que c'est quand même stressant. T'es quand même un moment en pleine nuit. Il y a aucune visibilité sur les côtes. Tu vois rien. Donc il y a un moment, tu vois rien. Tu vois les bateaux au fond. Donc il faut quand même savoir le gérer. Typiquement, moi je sais que si un de mes potes se disait je vais faire l'enduroman, je serais ravi de pouvoir l'assister, mais je crois que je serais pas en mesure d'aller sur le bateau, parce que au bout de 20 minutes de bateau déjà j'ai le mal de mer. Ah oui, t'es pas le meilleur. Donc je serais pas le meilleur copain. Le meilleur moussaillon, il y a mieux quoi. Pour faire l'enduroman, tu vois. Ouais. Donc tu peux me passer le ravito, je préfère pas bouger. Non, en fait, un sac. Je l'ai bouffé ton ravito. Quoi? Je me sentais pas bien. Et du coup, avant qu'on commence le tournage, là, tu nous disais que tu voyageais pas mal. Évidemment, cette prépa, on parlait de compter les carreaux au fond de la piscine. Ça, c'est évidemment très chronophage. Est-ce que tu as déjà anticipé un peu le fait de nettoyer ton agenda pour te réserver des slots d'entraînement, ou comment tu vas gérer tout ça? C'est une bonne question. Je vais déjà en parler avec mon travail. Ah, tu nous dis du coup quand on peut sortir le podcast. Hein. C'est bon, c'est validé. Non, en gros, c'est des gens qui sont très très à l'écoute et du développement personnel et humain, donc ils sont pas. Enfin, ça devrait aller. J'ai fait ça en pleine connaissance de cause, sans mettre au détriment mon travail, parce qu'aujourd'hui j'ai réussi à concilier le tout, et l'idée c'est pas de s'enfermer ou de se cannibaliser dans l'un ou dans l'autre, ou de se divorcer au bout d'un mois, parce que voilà, comme on peut l'entendre, l'idée c'est de rester avec un équilibre propre, que ça reste un plaisir, parce que beaucoup disent c'est vachement contraignant. À partir du moment... Non, honnêtement, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'à partir du moment où ça devient une contrainte, en fait, soit c'est ton gagne-pain, et dans ce cas-là, tu peux valider le fait que ce soit une contrainte, mais si... et moi c'est pas mon gagne-pain, si ça devient une contrainte, c'est qu'il y a un problème. C'est que si c'est plus un plaisir, ça, vraiment tu rentres dans une spirale qui est pas qui est dangereuse, mais qui est négative, et dans laquelle j'ai pas envie d'être. Ouais, donc, ça tiendra pas dans la durée de toute façon. Tu fais le choix de faire cet effort à défaut de contrainte, mais après c'est vrai qu'il se peut qu'il y ait certaines semaines où ce soit plus dur que l'autre. Tu peux avoir des sacrifices, où tu peux te dire tiens, j'aurais aimé faire ça, là je peux pas, mais c'est pas contraignant. Parce que je trouve ce mot super fort en fait. Ouais, c'est un choix. Exactement, c'est un choix, et je le fais par plaisir. Beaucoup de gens disent non mais t'es fou, ça va pas. Un peu quand même, t'es un peu fou. Ouais, mais pas dans le sens propre du terme en fait. Oui, non, c'est sûr, et du coup je l'appréhende, et du coup je vais essayer de m'organiser pour conserver cet équilibre et pas essayer de me mettre une pression supplémentaire parce que je dois traverser la Manche. Après oui, ça sonne bizarre de se dire non, t'as pas de pression parce que tu vas traverser la Manche. Si, j'ai une pression, mais si en plus tous les jours tu te dis t'as la pression, à la fin tu vas vraiment l'avoir quoi. Donc j'essaie peut-être dans un sens de repousser l'échéance, de me dire merde, c'est vraiment la merde et ça va être compliqué, mais il y a des moments où je me dis ça va aller, il y a d'autres moments, mais l'idée c'est de trouver le bon équilibre et de cleaner mon agenda. Il va se faire naturellement en fait. Quand le coach il va me dire là tu dois aller nager 2 fois 3 heures ou 2 fois 4 heures, mais encore une fois l'idée c'est pas de se surentraîner, parce que ça aussi c'est un risque fort. C'est un risque très très important, et c'est pour ça que je reste avec mon coach, parce qu'il me connaît par cœur, et d'aller commencer sa prépa le plus tôt possible va peut-être me permettre de garder un semblant de vie. Après c'est sûr qu'au mois d'avril ou au mois de mai, tu vas pas faire des anniversaires tous les week-ends. Non, voilà, ça va prendre beaucoup de mon temps. Mais on parle de 2 mois dans une aventure qui peut potentiellement durer 2 jours. Donc je pense que la discipline que j'ai eue sur cette année, sur l'année d'avant, à me conforter et à trouver un équilibre, m'a permis aujourd'hui de pas de voir sereinement cette épreuve, parce que c'est pas du tout le cas. Je minimise pas ce à quoi ce qui m'attend. Mais je me dis t'as depuis 3 ans quand même fait quelque chose de vraiment discipliné. T'as pas loin de 500 heures ou 600 heures d'entraînement par an. Capitalise là-dessus et essaie de t'améliorer encore plus. Mais finalement le chemin il a commencé il y a bien plus longtemps. Ouais, c'est pas quelque chose que tu lances du jour au lendemain et Tu me dis on fait un 70-3, je te dis qu'aujourd'hui 99% des gens que je rencontre
je suis capable de leur faire finir un 73. Honnêtement. Et je minimise pas ce que je dis. Enfin, même des gens qui sont en surpoids, même des gens qui... Honnêtement, je pense que c'est faisable. Je dis pas qu'ils vont mettre 4h30, 4 heures. Sûr. Mais de le finir dans 7 ou 8 heures, je suis presque sûr que tout le monde en est capable. Et c'est une très très belle performance, c'est un très bel accomplissement. L'Ironman, c'est un peu différent parce qu'il faut un peu plus de temps. Et l'enduroman, c'est complètement différent. Je te dirais pas qu'en 6 semaines ou en 12 semaines, tu peux te préparer à l'enduroman. Peut-être qu'il y a des mecs qui en sont capables. Hein. Mais ça, fondamentalement, je ne pense pas. Par contre, quand je vais commencer ma prépa là dans 1 mois et demi ou 2, on va voir... Je suis pas inquiet, je suis plus... Ouais, t'as l'air confiant. Patient, quoi. Je me dis, je sais plus ou moins ce qui m'attend. T'attends de voir aussi comment ça va se passer au final. T'es un peu... En fait, je peux pas appréhender parce que je l'ai jamais fait. Ouais, je peux pas me dire ça a mal passé. Après, t'as mis des jalons aussi. C'est vrai que déjà le Norseman, c'est pas l'équivalent, mais je veux dire, c'est une bonne première étape pour se jauger aussi. Pour se donner confiance un peu. Même si c'est différent dans... J'étais il y a 15 jours, j'ai fait l'Ironman de Cozumel. Donc voilà, aujourd'hui, je sais que j'ai des capacités. Maintenant, autant les exploiter. Il suffit de s'entraîner, ça devrait... souvent, on dit que 50%, une fois que t'as pris le dossard, t'as 50% de la course de fête. J'ai pris le dossard, il me reste 50%. Et puis il n'y avait même pas de tirage au sort. Et il n'y avait pas de tirage... Si, il y a un tirage au sort, il y a une sélection, il y a un dossier, ouais. Merde. Et sur il y a une question aussi, parce que étant donné que c'est quand même sur plusieurs jours, enfin il y a ce truc en bateau, etc. Ouais. T'as une partie un peu financement. Est-ce que c'est un truc que t'as déjà budgétisé dans les grandes lignes ou... Alors je l'ai très très bien budgétisé. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire en fait quand j'ai fait le Norseman, et c'est comme ça que j'ai créé une page Instagram. Avant j'avais pas Instagram. Et aujourd'hui je suis bien accompagné, je suis serein à ce niveau-là. En fait l'idée c'était que déjà sportivement c'est quelque chose et c'est une épreuve. Donc si on peut s'enlever le poids financier, sachant qu'il est pas neutre, parce que tu dois payer là pour le coup pour traverser la Manche en plus. Ouais, t'as pas mal de frais. Alors c'est pas 1000 balles d'inscription comme à l'Ironman d'un point de vue capitalistique, on va dire. C'est tes frais d'inscription de l'enduroman, ta privatisation du bateau pour qu'il puisse te suivre, la location d'un van, etc. pour l'assistance, et ensuite j'ai mon slot, moi, qui est donc entre le 17 et le 28 juin 2022. Et là, je dois être à Londres sur ces 10 jours. Ah oui, c'est un moment. Donc après, tu dois gérer ton logement. Feu. En fait, il t'appelle 48 heures avant et il te dit hello. C'est maintenant que tu dois traverser, donc il faut anticiper ta... Please be in Dover at 4 a.m. in the morning. Ouais, avec ton speedo, n'oublie pas. Et don't forget your wetsuit. Ouais. En gros, c'est ça, quoi. Et du coup, le budget total, il varie d'une personne à une autre. J'ai parlé avec quelques personnes qui ont déjà fait. On va dire qu'au bas mot, tu peux t'en sortir pour une dizaine de milliers d'euros. Ah oui, quand même. Et les plus larges, environ 20 000. T'as déjà des partenaires ou des sponsors ? Et donc, une fois qu'on a dit ça, du coup, faut aller les chercher. Faut aller les chercher, faut faire le PowerPoint. Ouais. Et encore une fois, j'ai la chance déjà de travailler avec Salomon, qui m'accompagne depuis 2 ans, qui sont vachement sensibles et très humains aussi dans tous les athlètes qu'ils accompagnent, qu'on peut voir avec Kian Duran, enfin, tu vois, à des niveaux complètement au-delà des miens. Ils sont vachement humains, et même à mon niveau, ils portent tout autant d'importance, et c'est incroyable, et c'est source d'enrichissement et de savoir qui est incroyable. Donc Salomon continuera de m'accompagner. Au niveau de la nutrition, j'ai pas une entreprise familiale, mais 2 fondateurs qui sont situés dans le Pays Basque, qui m'accompagnent sur la nutrition, qui s'appellent Brenos pour pas les nommer, qui font des bars, qui font vraiment tout ce qui s'apporte à la nutrition. Donc là, t'es tranquille en récup, pour 2 jours. À Paris, j'ai CryoBoost et Paul Récup, qui sont... T'es plus Paul Ricard, toi, non? Ouais, je suis pas sponsorisé. Mais... On peut aller les chercher. Hein. Franchement, il y a du budget. Qui sont 2 centres sur Paris, qui m'accompagnent parce que la récupération est partie prenante de la perf. Coup, ouais. Et après, d'un point de vue financier, il y a 3 sociétés qui m'accompagnent pour m'aider justement à boucler le budget, notamment la société dans laquelle je travaille, une société de consulting, et une étude notariale, parce que moi je travaille dans la finance de marché et dans l'immobilier, et du coup c'est un petit monde, et
beaucoup de personnes sont sensibles et ils ont décidé de m'accompagner, et ça c'est formidable parce qu'en fait ça me permet moi d'aller sereinement, de me dire tiens, je vais pouvoir m'équiper de la meilleure des manières, parce que si en plus tu te jettes dans la Manche en disant j'aime pas mon combi, ça va être compliqué. Ouais, donc tu disais il y a 50% de l'épreuve que tu fais déjà quand tu t'inscris. Tu as aussi un bon pourcentage quand tu connais le budget que tu l'as engagé. Tu dis bon bah je vais peut-être pas bâcher un peu ça. Ouais. Non, et en plus non, c'est pas du tout dans ma philosophie, dans mon tempérament de bâcher. Avant d'aller chercher les partenaires, je voulais vraiment être sûr que j'allais le faire, et maintenant l'idée c'est que c'est plus un sport individuel en fait. C'est une aventure collective, parce que dès que tu les vois, dès que t'en parles, l'idée c'est voilà, aujourd'hui on est réunis autour d'une table pour en parler, donc c'est vachement sympa. Et l'idée c'est pas qu'on parle de moi, c'est justement de parler de tout ça et de ce qui nous anime. Et on se rend compte qu'en même temps, bah, c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, voilà, on cherche à avoir une dimension beaucoup plus forte au niveau de la planète. L'enduroman, malgré tout, ça peut être un message aussi qui peut permettre de véhiculer, de se dire bah tiens, prenez pas le train ni l'avion, faites-le à la nage. Faites-le à la nage. Je suis pas sûr que t'embarques beaucoup de monde avec ça. Mais... Non, mais c'est plus long, mais c'est des petits messages qui finalement peuvent avoir une portée un peu plus importante. Donc Et il y a une question, on arrive bientôt à la fin de l'épisode, mais qu'on aime bien poser, c'est ton pire et ton meilleur souvenir sur, pour que ce soit des épreuves d'ailleurs, ou même sur des entraînements, ou dans ton historique de triathlète. Oh putain, c'est une bonne question. Commence par le meilleur, généralement c'est le truc le plus non, j'allais commencer par le pire, c'est le premier qui est venu. Le pire, ça peut être... Sur de l'ultra longue distance, on a des idées. On a 2-3. Ouais, non, mais en fait, c'est ça. C'est ma première. J'ai fait après le marathon de Paris, je me suis inscrit à l'UT4M dans les Alpes, à côté, dans la région de Grenoble. Pas le grand, hein, le 40. Ce qui est pas mal déjà. Ouais. Et au bout du 20e kilomètre, j'avais des crampes dans tous les sens. Je suis parti comme une flèche. Je me suis pas alimenté, j'ai pas bu. Enfin, je suis parti. Et au bout du 20e kilomètre, je me suis assis sur une pierre pendant 1 heure. Et genre, je voulais juste rentrer chez moi. Et en fait, fallait finir de toute façon parce qu'il n'y avait pas le choix. Surtout quand t'es au 20e. Ouais, c'est 20 sur 40. Ouais, mais j'ai quand même mis 8 heures pour le faire. Donc quand je me dis que maintenant je mets 9 heures, j'ai mis moins de 10 heures pour faire un Ironman, et là j'ai mis 8 heures pour faire 40 km. C'était une épreuve, beaucoup de troubles digestifs en même temps. Donc là, vraiment, c'était... pour parler crûment, ça m'a fait chier, quoi. Un bon moment. Donc ça, c'était dur. Et le meilleur moment, c'est une très bonne question aussi. C'est pas l'arrivée du Norseman avec tes amis qui t'attendaient à l'arrivée Alors si, ça c'était incroyable. Maintenant que j'ai proposé ça, t'es obligé de dire oui. Ouais. Donc, sinon tes amis vont t'en vouloir. Non, pour le coup, il y avait ma maman, donc c'était vraiment incroyable. Et pour la petite histoire, j'avais 2 de mes amis, dont ma femme, qui m'ont laissé un peu plus bas parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre le rythme. Parce que, encore une fois, et c'est là où je me suis rendu compte de la dureté de la chose. Parce que ces personnes-là ne se sont pas préparées comme je me suis préparé. Et ils se sont oubliés, en fait, donc à dire tiens, faut que Thomas y boive, Toi, t'oublies de boire, t'oublies de t'alimenter. Et en fait, en tout et pour tout dans la journée, ils avaient couru pas loin de 25 ou 30 bornes. Ah ouais, parce que ils t'alimentent sur le vélo. Donc en fait, sur le vélo, tu passes toi à 30 km/h. Eux, ils se mettent à courir pour te donner ton truc. Donc en fait, ils se sont fait, je sais pas, une cinquantaine de sprints de 100 mètres. Non mais c'est ça. Ils se sont fait une putain de séance. Ouais. Et après, on leur demande de faire les 10 km parce qu'ils ont le droit de courir avec toi avec 1000 de D+. Sauf qu'en fait, ils sont cuits. Et ce qui est normal, ils sont pas préparés comme toi. Ah non, c'est clair. Et du coup, je suis retourné les chercher. Et ça, c'était incroyable aussi. Donc, et c'est comme ça que je me suis dit, l'enduroman, c'est pas possible. Le Norseman, ça a duré 12 heures. Là, tu pars pour 48. Il y a forcément un moment où ils vont péter. Ouais. Et ce qui est normal. C'est obligé, en fait. Ils sont sur le bateau, ce sera un peu différent. On va peut-être dormir un peu, sans te le dire, mais... Ouais, non, mais après, ils peuvent faire des relais aussi. Mais non, c'est vrai que mais c'est pour ça que je pense faire plusieurs équipes. Parce que j'ai pas envie, et j'ai envie que ça reste un plaisir pour tout le monde. Enfin, déjà, moi, je sais pas si ça va être un plaisir, mais en tout cas, que pour eux, ce soit quand même un kiff, entre guillemets, quoi. Donc, c'est ton meilleur souvenir. Donc, le meilleur souvenir, c'est effectivement d'être arrivé en haut, et c'est effectivement toute cette montée vers le Go Stat Open qui était incroyable. Et d'avoir pu le partager, quoi, au final. C'est ça, en fait, la beauté du truc, c'est que c'est pas du tout individuel, c'est vraiment de le partager avec tes proches, quoi. Ça donne envie. Écoute, merci beaucoup pour ton temps et pour
avoir répondu à nos questions. Il y a une... Avec grand plaisir, sauf si vous avez d'autres questions. On a une dernière question. Bien sûr, on a toujours une dernière question traditionnelle qui est: quelle est ta bière préférée? Ah putain, vous allez vous marrer. Pour la récup ou pour le plaisir? Ou pour la prépa. Tu vas nous dire que tu ne bois pas de bière. Eh ben, avec 20 ans de rugby derrière moi, j'ai jamais aimé la bière. Ça, c'est pas grave, ça. Mais du coup, à partir de 13 ans, il y avait toujours une bouteille de Jet 27 dans le bus. Ah ouais. Parce que avant les matchs, avant, pendant, après. C'est quand même un sport différent, le rugby. Non, en gros, après. Et le problème, c'est que tu démarres quand même très tôt et tu montes quand même beaucoup plus vite dans les tours avec du Jet 27 qu'avec de la bière. Donc, donc j'avoue que ça faisait mal. Et bizarrement, j'aurais peut-être même préféré boire de la bière. Bon, on parle pas du Jet 27 pour la récup. C'est assez rare. J'en ai pas. Ouais. Non, pour la récup, non. Du coup, pas de bière, mais d'autres. Le gin, j'aime bien. D'accord. Très anglais aussi. Ouais, bizarrement. Bah, c'est normal. Tu as passé un petit peu de temps. Ouais, 5 ans on a fait à Londres. C'est sympa hein, pour T'as gardé des bons souvenirs visiblement des habitants, de ce qu'on a pu retenir de cette dernière. Non, c'est plus par définition, si tu fais du rugby, tu peux pas aimer les Anglais. C'est pas on comprend. C'est interdit. Mais écoute, une nouvelle fois, merci beaucoup pour ton temps, Thomas. Au plaisir de suivre tes aventures dans les prochains mois, suivre un petit peu ta prépa. Et puis, avec grand plaisir. Et puis que tu puisses éventuellement nous raconter ta fabuleuse épreuve. Exactement, avec le record qui tombe. Comment est-ce qu'on peut te suivre, justement? Où est-ce qu'on peut te suivre? Alors on peut me suivre soit sur les réseaux sociaux au nom de Tom Triathlète, c'est très, très recherché, et sinon il y a un site web qui va sortir dans pas trop longtemps, et du coup je vous donnerai ou je vous transmettrai pour suivre l'épreuve. Ah non, pour suivre l'épreuve, je crois qu'il y a un live qui est fait. Ah, moi, je pensais que c'était ça le site dont tu parlais. Justement. Non, le site ce sera juste pour vous tenir au courant de la prépa, un peu de contenu, des photos, parce que voilà, je trouve que c'est plus sympa de lire sur une page web que sur les réseaux sociaux. Et le jour de l'épreuve, on pourra, je crois qu'il y a un live. Je sais pas s'il y a une puce GPS, j'en ai aucune idée. J'avoue que j'ai même pas encore demandé. Faudra suivre tes réseaux sociaux, j'imagine que. Ouais, il y aura quelqu'un qui s'en occupera. Et si tout va bien, sinon je n'irai rien mettre. Parce que non, on n'informe pas. Non, mais c'est pas ce jour-là la course en fait. Entre le 17 et le 26. C'est un peu comme le permis de conduire, tu dis jamais la date laquelle tu vas le passer. Tu reviens juste avec. Tu files un slot, tu l'as eu. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai même plus de feuilles roses à ramener. Non, ça change. Tout se perd. Et nous, Mélène, est-ce qu'on peut nous suivre sur les réseaux sociaux? Tout à fait, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux et on peut nous suivre sur Instagram. PPTC_3, me semble-t-il. On peut nous retrouver aussi sur Strava. Je confirme, c'est ça. Merci. Sinon, j'étais pas sûr. Et il n'y a pas Joji pour nous faire les réseaux. Et on peut nous suivre également sur Facebook et également sur Strava, puisqu'il y a le PPTC. Vous pouvez rejoindre le club. Et puis n'hésitez pas à nous mettre une note sur Apple Podcast. Si 5 étoiles. 5 étoiles, bien sûr. Une note 5 étoiles si vous aimez ça. Et puis surtout, n'oubliez pas que l'important, c'est le club. C'est le club. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous, les gars, et à très vite. Au plaisir. J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.